La suite de l'histoire de Paul et Paola. Les deux ont donc commencé avec un premier investissement sur le bien immobilier. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir que vu que les deux ont utilisé des stratégies différentes, est-ce que les deux ont donc les mêmes chances pour les prochaines acquisitions? Dans la précédente vidéo, je disais donc que Paul avait donc un peu peur de prendre un crédit élevé au départ. Il a pris juste un crédit de 100 000 euros. Paola, elle, par contre, plus courageuse, plus motivée, elle a directement pris un crédit de 200 000 euros, sachant que les deux avaient une crédibilité qui leur permettait d'aller jusqu'à 200 000 euros pour un investissement sur le bien immobilier. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que Paola n'a pas ruiné toutes ses chances pour les prochains investissements, pour les prochaines acquisitions? Est-ce que Paul, dans ce sens, cela n'est pas avantageux si jamais il faut encore acheter d'autres biens immobiliers? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose comme ça de t'expliquer ce que la banque va prendre en considération quand tu veux acheter ton deuxième bien immobilier. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Voilà, mon nom c'est Madel Ninkledem de la chaîne Immobilier en Allemagne. Si j'ai créé cette chaîne, c'est parce que j'aimerais que tous les Camerounais, tous les Africains de la diaspora aient la possibilité de se faire un patrimoine de millionnaire en patrimoine immobilier. Voilà, tu as bien compris, mon but ici c'est de t'accompagner à acheter des biens immobiliers d'auteur de minimum 1 million d'euros. Parce que pourquoi se contenter juste du million en francs CFA? Nous de la diaspora, on peut aussi viser loin, on peut aussi obtenir gros. Pour tous ceux qui ont raté la première vidéo où je parle de l'histoire de Paul et Paola, qui sont deux ingénieurs qui ont décidé de se lancer, qui ont pris la bonne décision de se lancer sur l'investissement immobilier quelques temps après leurs études. Je te mets encore le lien en commentaire pour que tu puisses comme ça, juste comprendre le fil de l'histoire. Pour compléter donc juste les informations donc concernant la première vidéo, on va donc supposer que Paul, lui, vu qu'il a acheté un petit appartement et que les petits appartements se louent plus facilement, il fait tout simplement un cash flow négatif, on va dire de 50 euros. Et Paola, elle, puisqu'elle a un appartement qui est plutôt grand, et les appartements qui sont plus grands vont se louer un peu plus moins cher au mètre carré. Et elle, on va donc supposer qu'elle va se faire un cash flow négatif de 100 euros sur le mois. Naturellement, c'est juste pour le début de l'investissement, en attendant que soit le locataire sort ou alors les 3 ans qu'il faut toujours attendre pour pouvoir augmenter le loyer. Voilà le premier point que la banque va regarder. Alors, quand tu as acheté ton premier bien immobilier et que tu veux acheter le deuxième en ce moment-là, ce que la banque va regarder beaucoup plus, ce serait de savoir est-ce que le premier bien immobilier, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne comme tu avais prédit? Est-ce qu'il fonctionne comme tu avais programmé? Parce que la banque va se rendre compte en ce moment-là, est-ce que tu es quelqu'un de crédible? Donc ce que la banque va vérifier généralement, c'est de savoir est-ce que les loyers arrivent? Est-ce que les loyers arrivent de façon ponctuelle? Il y a des banques qui auront besoin juste de vérifier ça pendant 3 mois. Il y a des banques qui auront besoin de 6 mois pour vérifier. Naturellement, ils ont besoin aussi du contrat de bail pour voir si le contrat de bail est vraiment en béton, si c'est une famille sérieuse qui vit dans ton appartement. Si au départ de l'investissement, comme on a dit tout à l'heure, Paul, lui, va avoir un cash flow négatif de 50 euros et puis Paola, elle va avoir un cash flow négatif de 100 euros. Est-ce que le cash flow négatif reste effectivement juste à 100 euros ou alors est-ce qu'il y a des dépenses supplémentaires qui étaient cachées qu'il faut faire? C'est ce que la banque va aussi vérifier. Mais si tout reste comme ça avait été prédit, si tout reste comme ça a été organisé, la banque se rend donc compte qu'elle n'a pas de souci à se faire par rapport à son argent en ce moment-là. C'est qu'elle va donc juste regarder ou alors prendre en considération, ce n'est que cette dépense extra, ce n'est que cette dépense extra-là qui sera donc du cas de Paul de 50 euros et chez Paola de 100 euros qui vont sortir encore de plus par mois. Et naturellement,
influencer comme ça leur balance financière. Point 2 qui va être important, Sarah, elle peut beaucoup plus avoir avec la valeur hypothécaire du bien immobilier, parce que effectivement chaque fois que tu achètes un bien immobilier, la banque va faire aussi ses devoirs, la banque va faire ses exercices, la banque va regarder est-ce que le bien immobilier vaut la peine, mais généralement la valeur hypothécaire de la banque ou bien qu'elle va mettre dans ses livres, ce serait une valeur approximativement de 80%. Voilà, ça va dépendre des banques. Généralement, la banque va un peu plus bas que la valeur qu'il y a sur le marché, parce que la banque se dit qu'ok, il y a par exemple les risques de spéculation sur le marché, sur la valeur qu'il y a sur le marché. Donc du coup, la banque est généralement un peu plus bas quand elle fait sa part quand elle fait son estimation. Est-ce que le bien immobilier a été acheté dans une zone qui prend de la valeur? Donc, ce qui veut dire qu'après la première acquisition, après donc qu'on ait fait le premier financement, la banque va vérifier, ok, est-ce que depuis la dernière acquisition, est-ce qu'il y a une prise en valeur sur le bien immobilier? Est-ce que dans la région en question, les biens sont en train de prendre en valeur? C'est que naturellement, la valeur hypothécaire du bien immobilier va changer. Et elle va être comme ça positive. Donc la banque se rend compte que le bien immobilier dans la région est plutôt en train de prendre en valeur. Naturellement, il n'y aura pas de problème à ce qu'elle te fasse encore un financement extra. Ce qui veut dire tout simplement que si Paul et Paola se décident encore tous les deux d'investir dans une ville X et qu'ils décident de prendre les biens immobiliers de la même valeur, du même montant, ils sont capables de le faire sans problème. Tout ce que la banque regarde, c'est la dépense extra de Paola qui est de 100 € pour le bien immobilier, vu qu'elle est sur un cash flow négatif de 100 €. Et sur Paul, c'est juste la dépense de 50 € d'atout ou alors supplémentaire que la banque va voir en ce moment-là. Maintenant, une des notions très importantes à ne pas oublier, surtout, à ne pas confondre quand on investit sur le bien immobilier, c'est la capacité d'endettement et la limite d'endettement. Parce qu'en général, l'information qu'on te donne, c'est sur ta capacité d'endettement. Ta capacité d'endettement va toujours être sensiblement la même si tes conditions ne changent pas beaucoup. Donc, ça veut dire que si au départ, on te dit que tu as une capacité d'endettement de 200 000 €, ça ne signifie pas que après ces 200 000 € là, tu ne peux plus investir. Non, ça signifie tout simplement que si tu fais déjà un premier investissement sur 200 000 € et qu'après on se rend compte que cet investissement-là marche plutôt bien, cet investissement-là va être vu plutôt comme une plus-value dans ton, voilà, on va dire dans ton portfolio, dans ton portefeuille, dans ton patrimoine. Donc, ça va plutôt être un point positif. Naturellement, si on se rend compte que cet investissement-là ne marche pas et qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond, et qu'à cause de cet investissement-là, tu te retrouves plutôt en train de dépenser beaucoup d'argent, ça c'est naturellement autre chose et tu n'auras pas la possibilité comme ça d'optimiser et faire un autre investissement sans problème. Maintenant, la limite d'endettement, ça va être quand tu vas commencer à approcher les gros montants, quand tu vas commencer à approcher les 1 million par là, parce qu'effectivement, quand tu commences à approcher 1 million, surtout quand tu as fait tous tes financements dans la même banque, la banque commence à être inquiète naturellement parce que tu commences à être un client très important, très gourmand qui a 1 million. Et si jamais il y a un problème, s'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez toi, voilà, c'est les 1 million de la banque qui sont quand même en danger. Donc quand tu commences à atteindre ces 1 million là, la banque va commencer à te demander peut-être un peu plus de garantie quand tu veux faire ton financement. Si tu as des biens immobiliers qui fonctionnent et où tout se passe bien, naturellement, ce n'est pas un problème en ce moment-là. Mais si tu as des biens immobiliers où on n'est pas sûr que tout va bien se passer, la banque peut effectivement te faire des problèmes ou te demander de changer de banque pour un autre financement. Donc, quand tu arrives déjà, tu atteins déjà le million ou alors quand tu dépasses déjà le million, la banque commence à te demander éventuellement un de tes appartements que tu as acheté au départ comme garantie. Tu as la possibilité aussi naturellement de vendre ton appartement pour avoir le cash et faire d'autres investissements plus facilement. Mais si tes investissements ont été bien faits, tu n'auras pas de difficulté à continuer tes investissements sans problème. Pour conclure dans la vidéo, je vais donc dire, voilà, naturellement, que Paul et Paola ont les mêmes chances pour pouvoir acheter
un prochain bien immobilier. C'est clair que sur la balance financière de Paola, elle sera actuellement à moins 100 € de plus qu'avant. Paul, lui, sera juste à moins 50 €. Mais aussi, du côté de la valeur, de la prise en valeur du bien immobilier, de la valeur hypothécaire de Paola sera donc beaucoup plus élevée que celle de Paul, parce qu'effectivement, la différence sur le montant qui a pris en valeur, comme on a vu dans la précédente vidéo, sera plus élevée et ce sera donc comme ça plus intéressant pour la banque. La banque saura donc naturellement qu'il y a une plus-value, si jamais importante, sur le bien de Paola par rapport à celui de Paul. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, la suite de l'histoire de Paul et Paola. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous mettez naturellement un pouce en haut. Et sinon, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.